Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce 35e jour de confinement. Bon, l'avantage c'est que maintenant on devrait pouvoir commencer à compter les jours, à faire une sorte de calendrier de l'avent vers la fin du confinement, on l'espère. J'espère que pour vous toutes et tous, où que vous soyez, le confinement n'est pas trop dur à vivre. Ce que je vous propose pour ce soir, en attendant que les gens se connectent, je vous propose qu'on fasse un petit débrief de la locution ou la conférence de presse, peu importe son nom, d'Édouard Philippe hier. Je sais pas si certains courageux l'ont regardé en entier comme moi. Je dois dire que les plus de 2 heures de conférence de presse étaient un peu longues, mais on va voir ce qu'on peut en retenir. Après, il y aurait pas mal de flou, mais je vous propose qu'on décortique dans le détail ce qu'a pu dire à la fois Édouard Philippe et puis Olivier Véran, le ministre de la Santé. Qu'on se parle aussi des mesures de soutien à l'économie qui ont été votées la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif. Ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais c'est un élément important de la réponse économique, et vous allez voir que même si le gouvernement commence à prendre conscience de l'ampleur de la crise économique, malheureusement les solutions qu'il propose ne sont pas de la même ampleur. Et puis je vous propose aussi qu'on s'interroge sur les questions de fin de vie et de gestion de la mort, qui sont évidemment pas des questions nouvelles, mais qui sont des questions difficiles à aborder, et qu'on puisse voir ensemble voilà toutes les questions que ça pose sur le fond, et que on s'interroge sur la gestion de la fin de vie, de la mort dans son ensemble aujourd'hui en France, parce que malheureusement cette crise, comme souvent, remet un certain nombre de questions sur le devant de la scène. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, poser des questions comme d'habitude, partager largement le live. On regarde vos commentaires au fur et à mesure. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui parlent de la dette. C'est chouette, ça fait partie des sujets qu'on porte beaucoup. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous invite à revoir le live qu'on a fait jeudi dernier, parce on a parlé en long, en large et en travers de la dette. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion, regardez-la. Et puis mon intervention au Parlement européen la semaine dernière, où j'ai beaucoup parlé du sujet de la dette. Et puis on a d'autres initiatives en cours dont on aura l'occasion de vous parler dans les prochains jours. Mais vous l'avez compris, la question de la gestion de la dette et de comment on n'utilise pas ça comme un outil de chantage pour faire pression sur les citoyens européens et surtout leur imposer de nouvelles cures d'austérité où en gros on nous demande à nous tous de payer la note. C'est un sujet qui est particulièrement important pour nous et qu'on porte à la fois à l'échelon européen, à l'échelon français. Donc je suis contente que ce sujet soit un sujet qui commence à faire parler. Alors je vois Hassan qui nous dit que pensez-vous du déconfinement, ce qui va me faire la transition avec les annonces d'Édouard Philippe, parce que c'était quand même ça l'objet principal que l'on attendait de la part d'Édouard Philippe. On a eu l'allocution d'Emmanuel Macron en début de semaine, qui était une allocution de le roi donne sa vision de la vie et donne ses consignes, sauf que ces consignes n'étaient pas très claires, donc on espérait qu'avec à la fois le Premier ministre et le ministre de la Santé, on puisse avoir davantage de réponses. Honnêtement, pour ceux qui se sont infligés comme moi l'entièreté de la conférence de presse, c'était une conférence de presse qui était très longue, qui ressemblait davantage pour l'essentiel de la conférence de presse à un exercice d'auto-justification et d'auto-satisfaction, où pendant près de 2 heures, surtout le Premier ministre a brossé toutes les initiatives qui ont été prises par le gouvernement et à quel point leur gestion de la crise était formidable et avait évité le pire. Alors, qu'on se trompe pas, qu'ils donnent des détails sur ce qu'ils ont fait, c'est évidemment souhaitable et on a besoin de cette pédagogie. Mais ce dont on a besoin surtout à l'heure actuelle, ce sont des réponses aux questions que nous nous posons, plutôt qu'un exercice d'autosatisfaction où finalement leur humilité apparente masque surtout, désolé pour le mauvais jeu de mots, beaucoup de manquements de la part de l'État, à la fois sur la gestion, la production des stocks de protection sanitaire, mais aussi la gestion à venir du déconfinement, qui se fait manifestement toujours avec le même sentiment, ou qui nous donne ce sentiment d'improvisation,
puisque même à l'issue des 2 heures de conférence de presse que j'ai suivies assidûment, je ne sais toujours pas pourquoi la date du 11 mai spécifiquement a été choisie. Elle est peut-être... elle a sûrement des raisons d'avoir été choisie, mais on ne sait pas exactement aujourd'hui lesquelles. Et puis, il y a toujours un refus, alors je ne sais pas s'il est idéologique ou pratique, de procéder à la nécessaire planification, y compris avec des productions, des réquisitions, quand c'est nécessaire, pour faire en sorte que ce déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles. Et cette certitude dont faisait preuve Édouard Philippe, où il a dit on a réussi le confinement ensemble, donc on va réussir le déconfinement ensemble, ça m'inquiète presque, parce que au vu de la manière avec laquelle ils ont géré le confinement jusqu'à présent, si c'est avec le même amateurisme et la même improvisation qu'ils gèrent le déconfinement, alors on est au devant de beaucoup de déconvenus, y compris de risques que l'on pourrait faire prendre aux uns et aux autres si ce déconfinement n'est pas bien préparé. Et d'ailleurs, c'est ça que l'on attend toujours, puisque hier, Édouard Philippe nous a pas présenté le plan de déconfinement. Ce plan, il est attendu dans la semaine, d'ici fin avril, et c'est sur ce plan-là qu'on pourra véritablement juger de notre capacité à opérer ce déconfinement dans les meilleures conditions possibles. Et il sera très important à vérifier chacun des dispositifs qui ont été prévus pour s'assurer que ce déconfinement réponde aux impératifs à la fois sanitaires mais aussi sociaux et économiques, et que personne ne soit laissé sur le bas-côté. Ce que je retiens aussi des annonces d'Édouard Philippe, c'est que parmi les choses dont il s'est vanté, c'est d'avoir procédé à énormément de contrôles qui ont pu permettre le respect du confinement. Bon, déjà, je pense qu'il faut saluer le fait que chacune et chacun d'entre nous ait respecté le confinement, ce qu'on nous a pas toujours dit, hein. Moi, je me souviens quand même des paroles, notamment d'Emmanuel Macron et surtout de Christophe Castaner, qui nous tiraient un peu les oreilles parce que on serait des Gaulois réfractaires qui respectons pas les consignes. Bon, c'est bien qu'on nous dise qu'on ait respecté le confinement. C'est quand même vanté de plus de 13 millions de contrôles et 800 000 contraventions. C'est davantage que le nombre de masques qui a été commandé. Alors, je veux bien qu'il y ait un contrôle sur le confinement, mais il y a aussi une question de priorité à afficher dans la période de ce confinement. Ensuite, si on décortique un peu les annonces une à une, et je serais curieuse de voir aussi ce que vous en avez retenu. Je vois au passage Fabrice qui me demande si je suis la fille de Martine Aubry. Pardon, je prends les commentaires au fur et à mesure, mais non, je ne suis pas la fille de Martine Aubry, mais Fabrice. C'est juste une homonyme et je n'ai absolument aucun lien avec elle. Au cas où certains se posent la question sur ce live, c'est toujours l'occasion d'y répondre. Donc, si on prend les annonces sur chaque domaine, un petit peu sur chaque pan de réponse à la crise. D'abord, si on prend de manière immédiate les questions sanitaires. Et si on les prend une à une. Évidemment, il a été question des masques dans cette conférence de presse d'Édouard Philippe. Et ils nous ont présenté à l'aide d'un grand renfort de PowerPoint à la fois les commandes passées et la production passée et les commandes à venir. Là, on parle de masques chirurgicaux. Et on a pu s'apercevoir de cette manière qu'en réalité, la commande de masques, mais aussi surtout la production en fait de masques sur le territoire français avait seulement augmenté d'1 million en l'espace d'un mois. Donc c'est passé de 7 millions à 8 millions de masques produits en France. Et on voit que en pratique, on produit toujours moins de masques en France que par exemple au Maroc, où ils en produisent 21 millions par semaine. C'est un chiffre par semaine à chaque fois. Donc on peut s'interroger sur comment ça se fait qu'au bout de plus d'un mois de crise et de confinement, on n'en est aujourd'hui que à 8 millions de production de masques par semaine et qu'on soit toujours aussi dépendant de l'importation internationale, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes en matière de concurrence vis-à-vis des autres États. On pense notamment aux États-Unis qui fait des commandes très importantes et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations assez ubuesques où l'État se fait concurrence avec lui-même, puisque l'État s'est retrouvé à réquisitionner des masques qui ont été commandés par des régions. C'était le cas notamment de la Franche-Comté. Et donc, alors que, en fait, il devrait y avoir un stock commun,
que l'État devrait répartir en fonction des besoins sur le territoire français. Donc d'un point de vue de la gestion des stocks de masques, je ne crois pas qu'il y ait de quoi pavoiser de la part de l'État français. Si on prend ensuite les masques FFP2, là aussi on peut déplorer que plus d'un mois après la crise, il en manque encore pour certains professionnels de santé et ça devrait être une des priorités qui devrait être réglée depuis le temps que le confinement et la crise a démarré. Ensuite se pose la question pour chacun d'entre nous, en fait, qui ne sommes pas, la plupart d'entre nous, qui ne sont pas des personnels de santé, quelle est la doctrine en matière du port du masque dans l'espace public? Donc à partir des confinements progressifs à partir du 11 mai, devons-nous porter un masque dans l'espace public? La réponse du gouvernement est encore assez approximative. Édouard Philippe a fini par lâcher, peut-être que dans les transports, le port du masque sera systématique. Dans ce cas-là, se pose évidemment immédiatement la question de sommes-nous en capacité de fournir un masque à l'ensemble de la population française? Ça fait au moins 60 millions de masques, et ça c'est si on peut réutiliser ces masques, sinon il faut penser à évidemment plusieurs masques par personne. Donc là se pose la question de notre capacité à produire ces masques. Le gouvernement a déjà dit bon, ce sera pas des masques chirurgicaux, ce sera des masques à usage réutilisables et lavables qui répondent à un certain nombre de conditions, mais ce ne seront pas des masques chirurgicaux. Bon, très bien, si la science nous dit que ça permet de nous protéger, pourquoi pas, mais dites-nous comment vous allez assurer la capacité de l'État à fournir suffisamment de masques à l'ensemble de la population française. Et là aussi, le gouvernement n'a pas procédé, ou en tout cas n'a pas annoncé qu'il procédait à des réquisitions qui, on pourrait l'imaginer, seraient utiles et indispensables pour fournir un masque à chaque personne, notamment la réquisition des usines textiles, puisque ces masques seraient en textile lavable et réutilisable. Ensuite, s'agissant des autres équipements, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a quand même reconnu qu'il manquait de surblouses, de charlottes, de tabliers, de gants. C'est bien qu'ils le reconnaissent parce que c'est ce que disent les personnels soignants depuis très longtemps, et en même temps il n'a pas là aussi annoncé de solutions et de réquisitions pour faire face à la pénurie. Donc globalement sur la fourniture de matériel, on peut s'interroger sur à la fois leur capacité à répondre aux demandes encore à l'heure actuelle, à préparer le déconfinement et donc à produire sur le sol français ce dont nous aurions besoin et force est de constater que pour le moment on n'a toujours pas de réponse précise sur l'ensemble de ces sujets. Ensuite on peut penser aussi au matériel médical dont il a été question, matériel médical type médicaments, notamment dans le secteur de la réanimation. Là aussi, il y a une forte tension. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a reconnu qu'il fallait réfléchir à réimplanter la production de ces médicaments dans le territoire. Très bien, là aussi, on a entendu Emmanuel Macron parler de relocalisation, mais alors, comment allez-vous faire concrètement pour procéder à ces relocalisations sur le sol français? Avez-vous un plan de développement industriel du médicament en France? Par ailleurs, quels sont les plans en termes de brevets sur les médicaments qui pourraient être développés pour répondre au virus? Là aussi, on n'a pas eu de réponse spécifique. Ensuite, il y a un autre volet qui est majeur et qui, je sais, pose énormément de questions, qui est la question des tests. Alors déjà, moi, en ayant suivi la conférence de presse, ce qui m'a pas mal surpris, c'est que la question des tests a été abordée qu'en toute fin. D'ailleurs, de manière générale, sur cette conférence de presse, honnêtement, on a eu plus de 2 heures de conférence de presse qui était long, et seulement il y a que la dernière demi-heure qui commençait à aborder, et je dis bien commencer à aborder, puisque c'est loin d'avoir répondu à toutes les questions, certaines des questions que l'on se posait. Et ce d'autant plus qu'en plus, il y avait seulement une journaliste qui était présente dans la salle, et qui se faisait le relais des autres journalistes. Bon, on peut le comprendre pour des raisons sanitaires, mais ça pose quand même des questions démocratiques avec seulement une journaliste pour poser des questions. Et donc, la question des tests a été abordée assez tardivement dans la conférence de presse. Et là, globalement, il n'y a rien à retenir de nouveau, puisque Édouard Philippe a redit ce qu'avait dit Emmanuel Macron, à savoir qu'il n'y aurait pas de tests généralisés, pas de tests massifs, et il a confirmé des tests uniquement pour les personnes
symptomatiques et leur entourage, avec une capacité de production à l'heure actuelle de 150 000 tests par semaine et avec un objectif de 500 000 tests par semaine d'ici à peu près le déconfinement, donc d'ici le 11 mai. Bon, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. D'abord, ok, on va passer à 500 000 d'ici le 11 mai. Ça veut dire qu'on reste à 150 000 d'ici le 11 mai. Il y a encore 3 semaines qui vont se dérouler. 150 000, c'est encore très faible et très en dessous de certains autres standards, comme l'Allemagne. Et je rappelle que les consignes de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de dire test, test, test. Donc, on peut s'interroger sur le délai, de la capacité de la production de la France à produire des tests. Et là aussi, le gouvernement n'a pas apporté de détails sur nos capacités à produire suffisamment de tests, sachant qu'évidemment, il existe 2 types de tests différents. Les tests type sérologique, donc pour savoir si vous avez des anticorps, et les tests qu'on appelle type PCR, qui sont des tests qu'on vous fait dans le nez pour savoir si vous êtes contaminé. Donc, se pose la question de savoir d'ici le 11 mai, combien de tests allons-nous faire, pourquoi uniquement les symptomatiques, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de tester plus largement au moins les personnes vulnérables qui pourraient être asymptomatiques, et puis les personnes symptomatiques et leur entourage qui seraient testés positifs, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, Édouard Philippe a esquissé quelques bribes de réponse, je dirais à ce stade, ce sont des bribes, en disant que ces personnes seraient mises à l'écart, soit confinées chez elles, isolées, soit confinées dans des lieux qui seraient mis à disposition. Sans apporter davantage de détails, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont réquisitionner par exemple des hôtels? Là, on n'a pas tout à fait tous les détails sur le sujet des tests. Je vois Claude qui pose la question du sujet du tracking. Cette question aussi a été abordée hier. Sur le tracking, c'est pas très clair encore ce qu'il propose. Il y a toujours la question de la mise en place d'une application de tracking dont l'objectif serait de pouvoir retrouver et retracer les personnes avec qui vous avez été en contact une fois que vous avez été testé positif via cette application et l'utilisation du Bluetooth. Bon, évidemment, ça pose énormément de questions en matière de liberté fondamentale, même si le dispositif est uniquement volontaire. Ça pose aussi des questions de la pression sociale qui pourra être exercée, parce qu'on pourra vous dire, en fait, vous êtes responsable de la contamination large de vos proches si vous n'utilisez pas cette appli. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Il a quand même évoqué la possibilité de faire appel à un espèce de tracking humain, en fait, la mise à disposition d'enquêteurs qui aideraient à retracer l'historique des contaminations, qui, je crois, est indispensable, mais qui est aussi assez fastidieux de mettre en place un certain nombre de personnes qui nous aident à faire ça. Mais investir dans l'humain et la proximité, ce sont aussi des outils pour venir à bout du virus, ou en tout cas cohabiter avec le virus pendant un certain temps. Donc ça, c'est pour le tracking. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur les annonces qui ont été faites. Babar parlait de pourquoi le gouvernement ne nationalise pas les entreprises qui fabriquent ces matériaux. Ça fait partie en effet des demandes qu'on porte. On pense notamment à l'usine Luxfer qui produit des bouteilles d'oxygène à usage médical. On pense à l'usine Famar. Bon, il y a plusieurs usines qui pourraient être nationalisées à cette occasion. Et puis, plus largement, je pense qu'on peut aussi réquisitionner très largement des usines qui peuvent produire le matériel dont on a besoin. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur la question des écoles. J'y arrive juste avant la question des écoles. Il y a aussi la question des EHPAD qui a été soulevée. Peut-être c'est la seule bonne nouvelle que l'on peut retenir. Au-delà des tests massifs des personnels soignants dans les EHPAD, qui est venu un peu tardivement, on peut le déplorer, au vu de l'hécatombe terrible dans les EHPAD. Et c'est aussi pour ça que je voulais prendre le temps de vous parler un peu plus longuement du sujet de la gestion de la mort. Ils ont annoncé le rétablissement des visites dans les EHPAD, alors évidemment très encadrées, mais dès aujourd'hui,
les visites vont être progressivement réorganisées dans chacun des établissements de retraite et ouverts aux personnes âgées, aussi dans les structures d'accueil des personnes de handicap. Je pense que c'est une mesure qui est évidemment bienvenue, indispensable, parce que il y a évidemment la question de la gestion sanitaire, et on peut comprendre pourquoi les visites ont été restreintes, et en même temps, on a tous autour de nous des personnes âgées ou des personnes handicapées qui peuvent être dans des établissements seuls, isolés, et qu'à la fin, cet isolement peut causer davantage de dégâts ou en tout cas des dégâts très sévères par rapport au coronavirus, et que c'est un peu les conséquences secondaires. Et je pense que c'est important d'humaniser le confinement des personnes vulnérables, et tant mieux si on peut assurer des conditions sécuritaires, de sécurité sanitaire qui permettent de rendre possible ces visites, et c'est une bonne nouvelle. Et j'espère que vous serez, pour ceux qui ont des proches dans ces établissements, nombreuses et nombreux à leur rendre visite, parce que je crois que c'est une période très difficile qui a été traversée. Enfin, j'allais dire quasiment le plus important, qui sont les pistes du déconfinement. C'est ça en fait que l'on attendait véritablement d'Édouard Philippe et du gouvernement. Plutôt qu'un exercice d'auto-satisfaction et d'auto-justification sur les mesures qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Un exercice qui était bienvenu mais un peu tardif, et qui ne permet pas, derrière l'humilité masquée et affichée, qui ne permet pas de répondre véritablement à toutes les questions et à toutes les erreurs passées. Ce que l'on attend maintenant de la part du gouvernement, c'est des pistes claires sur la manière et les procédures qui vont être mises en œuvre pour le déconfinement. Bon, là-dessus, force est de constater qu'on a encore le sentiment à ce stade que globalement, c'est fait de briques et de broc. De briques et de broc à plusieurs niveaux. D'abord, sur la question épidémiologique. On a bien compris qu'ils ne voulaient pas tester massivement, mais dans ce cas-là, on continue à naviguer à l'aveugle. On ne sait pas trop en France le pourcentage de la population qui serait contaminée, mais c'est entre 3 et 5%, donc c'est très peu. Et donc, la France n'a pas annoncé, contrairement à certains de ses voisins européens, faire d'études épidémiologiques très larges qui permettraient de connaître la propagation réelle de la maladie, et donc d'adapter les mesures de réponse sanitaire. Et je pense que ça, c'est un manque, ce d'autant plus que l'on sait que l'on n'aura probablement pas de vaccin avant mi-2021, c'est-à-dire dans au moins un an. Ensuite, sur la question qui nous occupe beaucoup et qui, à juste titre, interroge beaucoup, la réouverture des écoles. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur le live à ce sujet. Je vois plusieurs témoignages. Jean-Pierre qui dit qu'il remettra son enfant qui a 9 ans à la rentrée de septembre. Sylvain qui demande que penses-tu du renvoi des enfants à l'école. Bon, on va tenter de faire la part des choses. D'abord, ce qu'a annoncé le gouvernement et les pistes qu'il semble prendre. Emmanuel Macron, lors de son allocution la semaine dernière, avait d'abord semblé annoncer une réouverture assez générale des écoles. Bon, ça a été depuis un peu infirmé, avec des précisions qui ont été apportées, à la fois une ouverture progressive et une ouverture adaptée, avec là plusieurs scénarios. D'abord, pas forcément une ouverture en même temps dans tous les territoires. Peut-être qu'il y aura une ouverture plus large dans les territoires les moins touchés par le virus, ou alors un accueil différencié en faisant par moitié de classe, par exemple, sur des demi-journées ou sur des semaines entières. Bon, voilà les pistes qu'il semble pour le moment explorer sur l'ouverture des écoles. Force est de constater qu'à ce stade, c'est très flou et qu'il y a des inquiétudes qui sont légitimes chez les syndicats d'enseignants, évidemment, chez aussi les parents d'élèves. On ne sait évidemment pas encore très bien quelle est la propagation du virus chez les enfants, et ça fait partie des questions qui, je pense, sont prioritaires à savoir, parce que on pensait au début que la propagation était importante chez les enfants, et c'était pour ça que les écoles avaient fermé en premier, quand bien même les enfants développeraient dans leur immense globalité et majorité ne développaient pas forcément le virus, et en tout cas absolument pas de forme grave. Donc ça fait partie des choses évidemment à explorer en priorité, et sur lesquelles, autant que faire se peut, évidemment en fonction
des avancées scientifiques, mais on a besoin d'éléments de réponse pour adapter la stratégie sanitaire. Si les enfants ne développent pas de forme, mais qui sont contagieux, évidemment, ça pose davantage de questions que s'ils ne sont pas contagieux. Ensuite, pardon, il y a mon téléphone qui était en train de tomber. Ensuite, la deuxième question qui est posée, c'est quels enfants allons-nous renvoyer à l'école? Et le sentiment que l'on a, c'est que la priorité pour le gouvernement, de renvoyer les enfants à l'école, c'est pour que les parents puissent aller travailler. Ok, mais là aussi, il faut s'assurer qu'à la fois les enfants, les parents d'élèves, les enseignants, dans l'environnement scolaire soient suffisamment protégés, et que du côté, évidemment, du monde du travail, là aussi, ils soient suffisamment protégés. Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de plans extrêmement précis, parce qu'on sait très bien que des enfants, vous n'allez pas leur demander de porter un masque, vous n'allez pas leur demander de respecter des mesures barrières. Allez expliquer à un enfant de 5 ans, tu te tiens pas à moins de 2 mètres de ton petit camarade, tu ne joues pas dans la cour de récré. Bon, tout ça paraît pas forcément très réaliste. Et derrière, l'interrogation et le danger qu'il y a, c'est qu'il y a une nouvelle ségrégation sociale qui s'opère, avec d'un côté les familles plutôt favorisées qui choisissent de ne pas renvoyer leurs enfants, et que globalement il n'y a plus que les gosses de pauvres qui retournent à l'école parce que leurs parents doivent aller travailler et qu'ils n'ont pas le choix, alors que dans les ménages plus favorisés, le télétravail, notamment dans les cadres, est plus facile et qu'ils fassent le choix de garder leurs enfants à l'école. Donc c'est évidemment les questions que l'on a à ce stade. C'est pour ça aussi que ce qu'on voulait vous proposer, c'était d'inviter une représentante en l'occurrence des syndicats d'enseignants mercredi dans le prochain live. Donc je vous donne déjà rendez-vous pour essayer d'explorer ensemble l'ensemble de ces questions pour que j'espère qu'on puisse apporter un maximum de réponses, en tout cas qu'on y réfléchisse collectivement sur les revendications qu'on peut avoir, les meilleures conditions dans lesquelles cette reprise de l'école peut se faire, à la fois de s'interroger de manière générale dans le secteur scolaire. En plus, on a la chance, cette syndicaliste en question que l'on aura, elle est prof dans des quartiers populaires de Marseille, et forcément la situation dans les quartiers populaires est assez spécifique. Et Michel qui pose une bonne question d'ailleurs, comment feront les enseignants pour faire classe aux élèves présents et ceux qui veulent rester à la maison? Et c'est une bonne question parce que ça veut dire que soit les enseignants font double journée, en gros ils font cours à ceux qui sont à la maison et cours à ceux qui restent chez eux, si on dit que l'école n'est plus obligatoire, soit il y a un des deux groupes d'élèves qui n'a pas vraiment de cours. Donc évidemment c'est une vraie question pratique, y compris pour les enseignants qui doivent se préparer à ce 11 mai et de savoir comment ils adaptent leur enseignement, et c'est évidemment pas facile pour ces enseignants qui sont pris dans une situation inédite, et il faut bien reconnaître le dévouement de ces enseignants à l'heure où le gouvernement a souvent tendance à leur taper dessus. Oui, les enseignants qui nous regardent, je suis sûre que vous pensez être une belle bande de fainéants, vu comment vous avez dû travailler les semaines précédentes. Puis au passage, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller travailler dans l'agriculture et à aller aux fraises, parce qu'on sait très bien que vous êtes tourné les pouces pendant un mois, les enseignants. Évidemment, tout ceci est ironique. On sait que les enseignants ont travaillé très dur et d'arrache-pied pour adapter leurs enseignements qu'ils avaient déjà préparés à cette situation très spécifique du confinement, et je pense que le gouvernement faudra aussi qu'il n'oublie pas ce secteur des salariés et des personnes qui étaient en première ligne de la crise pour s'adapter à la crise. Patrice pose une bonne question aussi, comment faire pour les enfants en internat? J'avoue, j'y avais pas pensé. C'est une bonne question, parce que on sait que la plupart d'entre eux en plus sont dans des conditions de promiscuité assez importantes, où ils partagent leur chambre. Donc est-ce que ça veut dire que du coup ils n'auront plus le droit de rentrer dans leur famille le week-end, vu ils ont passé leur vie les uns sur les autres pendant la semaine? Bon, ça pose évidemment plein d'autres questions, donc j'avoue c'est une bonne question, les enfants en internat. Donc je vous propose que on garde toutes ces questions pour mercredi. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour ce live mercredi, pour creuser toutes ces questions sur l'éducation nationale qui honnêtement sont des bonnes questions. Moi j'assume de pas avoir toutes les réponses, mais en tout cas il faut que le gouvernement puisse y répondre, parce que c'est à la fois des questions sociales qui se posent, mais aussi des questions d'ordre sanitaire.
Juste un dernière chose dans les annonces qui ont été faites hier, enfin annonces, les choses qui ont été abordées, il y a la question des élections municipales, faudrait quand même pas l'oublier. Où là, franchement, moi, j'y comprends plus rien. Si vous comprenez mieux, dites-moi. Mais on est un peu perdu parce que, bon, officiellement, le gouvernement est censé rendre un rapport à la fin mai dans lequel ils annoncent leurs décisions. Honnêtement, on voit pas très bien comment le second tour pourrait se dérouler dans de bonnes conditions au mois de juin, parce que avant il y a la campagne, il y a organisé des meetings, etc. Et je pense qu'il faut tirer les leçons du premier tour précédent qui s'est déroulé dans des conditions très hasardeuses, c'est le moins qu'on puisse dire, avec énormément d'assesseurs notamment contaminés à la suite du scrutin. Sauf que si les élections sont décalées à l'automne, bah en théorie ils sont censés refaire le premier tour, mais bizarrement ils ne parlent plus de refaire le premier tour, donc on est un peu perdu. Donc là aussi, il faut que le gouvernement soit assez clair sur la question parce que derrière, je pense, et peut-être c'est le cas, certains d'entre vous qui nous regardez, à tous ceux qui ont fait campagne, et il faut qu'ils sachent s'ils se relancent dans une campagne ou pas. Il y a des questions évidemment financières qui se posent. Bon, on a besoin d'y voir clair aussi sur ce sujet, et je crois que plus que jamais, il ne faut pas mettre la démocratie en pause, mais il faut aussi l'organiser dans les meilleures conditions possibles. Bon, pour résumer un petit peu sur cette allocution et cette longue conférence de presse d'Édouard Philippe, moi j'ai le sentiment de pas avoir appris grand-chose, que c'était surtout une séance d'auto-justification et d'auto-satisfaction devant une seule journaliste qui tentait tant bien que mal de se faire le relais des autres journalistes, mais avec assez peu de questions critiques, et un flou important qui demeure sur l'organisation du déconfinement, qui n'est pas encore levé par le gouvernement, et on a beaucoup d'inquiétudes à se faire, parce qu'il semble pour le moment continuer à aborder le déconfinement avec le même amateurisme qu'ils ont abordé jusque-là le confinement, et que leur humilité soudaine ne parviendra pas à masquer l'ensemble des erreurs qu'ils ont pu commettre jusqu'à présent. Voilà un petit peu pour les principaux sujets sur la conférence de presse d'hier, mais si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à les faire, on continue à les regarder au fur et à mesure. Ensuite, ils ont un peu abordé quand même hier les questions économiques, parce qu'évidemment, qui dit crise en ce moment, dit crise économique. On sait aussi que certains secteurs d'activité ne seront pas amenés à redémarrer tout de suite. En tout cas pas le 11 mai, c'est le cas des commerces, c'est le cas du secteur de la culture, c'est le cas de certains commerces, pardon, mais surtout du secteur de la culture et du secteur des sorties au sens général, secteur de la restauration, des bars, etc. Et même de manière plus générale, Édouard Philippe a redit hier dans sa conférence de presse que le télétravail serait encouragé. Ce qui veut dire que si vous, là, qui nous regardez, vous télétravaillez, probablement vous serez encouragé à continuer à télétravailler au-delà de la date du 11 mai, ce qui pose par ailleurs pas mal d'autres questions. Je sais pas si vous avez entendu de cette étude qui est sortie ce matin, avec plus de la moitié des gens qui sont en télétravail qui sont en détresse psychologique, pour différentes raisons. Évidemment, c'est lié au confinement en plus du télétravail, mais la question se pose pour nous tous, hein, moi y compris, qui sommes chez nous et qui la frontière entre le travail et la vie personnelle est beaucoup plus difficile. Donc il y a évidemment énormément de questions qui se posent et qui, je crois, ne sont pas à sous-estimer d'un point de vue psychologique. Et qu'il faut oser poser ces questions. Et ensuite, pour revenir aux questions davantage économiques, le gouvernement commence à toucher du doigt, je dirais, la phase émergée de l'iceberg, de l'ampleur de la crise économique qui arrive, qui nous pend au nez et qui a déjà, je crois, démarré. Et dans ce contexte-là, ils ont adopté à l'Assemblée nationale la semaine dernière un projet de loi de finances rectificatif. En fait, c'est le deuxième qu'ils adoptent depuis le début de la crise. Le but de ces projets de loi de finances à l'Assemblée nationale, c'est le budget en fait qui est voté. Donc c'est hyper important. Normalement, c'est voté juste une fois par an à l'automne pour l'année suivante. Mais quand il y a des grosses modifications à faire, ils sont obligés de le revoter. Donc ça, en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un premier vote il y a quelques semaines, où là, honnêtement, ils avaient absolument pas pris conscience de l'ampleur de la crise. Donc, parce que pour vous dire, dans le projet de loi de finances rectificatif, ils avaient estimé
l'ampleur de la crise économique à 1% du PIB. Pour vous dire à quel point ils étaient à côté de la plaque, là on est plutôt dans des estimations entre 8 et 10% de PIB. Donc 8 à 10 fois plus, c'est quand même énorme. Il commence à comprendre que oui, l'ampleur il sera majeure, y compris pour le déficit. Bon, se repose de nouveau le chantage à la dette, donc on va avoir plus de déficit. Comment ils vont nous le faire payer, hein, on peut se poser la question déjà. Mais au moins, ils commencent à se rendre compte que la crise économique est sans équivalent, y compris dans l'histoire récente. Je vais être honnête avec vous, la crise économique de 2008-2009, à côté, ce sera faible par rapport à l'ampleur de la crise économique et son impact sur le long terme. Et malheureusement, derrière cette prise de conscience, eux n'ont pas opéré un changement de cap qui aurait été indispensable pour faire face à l'ampleur de cette crise. Ils ont certes amplifié les mesures qui avaient été annoncées dans un premier temps lors du premier projet de loi de finances rectificative. Donc on est passé d'un plan d'aide de 42 milliards d'euros à 110 milliards d'euros. Mais en fait, et c'est important de l'avoir en tête. Vous allez entendre partout dans les médias, le gouvernement met 110 milliards d'euros d'argent sur la table, c'est un projet, c'est un plan de soutien inédit au secteur économique, aux entreprises, on ne vous laissera pas tomber, ils vont ressortir la doctrine du quoi qu'il en coûte, etc. Et en fait, c'est important à analyser exactement ce qu'il y a dans ce paquet de mesures. Parce qu'en réalité, ce n'est pas exactement 110 milliards d'euros que le gouvernement aligne pour venir en aide à l'économie française. Il n'y a derrière que 42 milliards d'argent frais. Par argent frais, on veut dire c'est de l'argent qui est débloqué par l'État, par le gouvernement, sans qu'on ait à le rembourser. Tout le reste, c'est plutôt des prêts, des garanties, mais c'est pas de l'argent que le gouvernement met sur la table sans qu'il s'attende à ce qu'il revienne. Et c'est important à l'avoir en tête. 110 milliards mis sur la table, mais en réalité que 42 milliards d'argent frais. Et dans ce détail, dans ce package économique, on a le paquet sur le chômage partiel qui est assez important, c'est 24 milliards d'euros. On a un fonds de solidarité pour les entreprises, augmentation de dépenses de santé, le décalage de l'assurance chômage. Bon, ça c'est parmi les principales mesures économiques que l'on a. Mais il y a aussi par exemple 20 milliards d'euros pour investir dans les entreprises à sauver. Donc on pourrait se dire, bon, pourquoi pas, évidemment qu'il faut pouvoir sauver les entreprises qui sont aujourd'hui en danger de mort, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut pas le faire à n'importe quel prix. Et là, en l'espèce, le gouvernement a fait voter 20 milliards d'aides aux grandes entreprises sans aucune contrepartie, ni sociale, ni écologique. Résultat, on va avoir de l'argent direct de l'État qui va être mis et utilisé, par exemple, pour des entreprises qui sont polluantes. Alors qu'au contraire, on pourrait imaginer que mettre de l'argent public sur la table, c'est l'occasion de réorienter l'économie. On nous parle beaucoup du monde d'après, vous savez, tout sera différent. Ben là, ils avaient une occasion de prouver que le monde d'après serait différent et que non, on n'aide pas les entreprises à tout prix et que on n'aide pas les entreprises si elles versent des dividendes à leurs actionnaires, on n'aide pas aux entreprises si ça sert à financer les énergies polluantes. Eh bien, le gouvernement a refusé tout amendement qui allait dans le sens d'une conditionnalité imposée aux entreprises. Finalement, c'est un chèque en blanc qu'ils ont fait aux entreprises et c'est pour ça que beaucoup d'associations, Greenpeace, Oxfam, etc. se sont mobilisées à raison la semaine dernière pour interpeller les députés qui d'ailleurs se sont plaints d'avoir été interpellés par des citoyens et j'ai envie de dire c'est bienvenu, c'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire et la démocratie et il y a des citoyens qui se soucient des contreparties qui peuvent être données en la matière et à croire que le gouvernement ne change absolument pas ses bonnes habitudes. Et je vois d'ailleurs Léo sur le sujet qui fait un commentaire. Léo, tu nous dis à juste titre, tu nous dis je viens de lire que le Danemark et la Pologne suppriment les aides financières aux entreprises qui placent leur argent dans les paradis fiscaux. Pourquoi c'est pas un projet, une sanction décidée pour toute l'Europe ?
Très 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 bonne remarque Léo, ça fait partie des amendements que nous avions portés dans la résolution du Parlement européen la semaine dernière. On avait demandé à ce que ce soit conditionné à la fois sur les pratiques fiscales des entreprises, si par exemple elles sont présentes dans les paradis fiscaux, c'est le cas du choix de la Pologne et du Danemark, et le Danemark a choisi de conditionner aussi plus largement à du versement de dividendes par les entreprises aux actionnaires. Vous avez peut-être vu, on a lancé aujourd'hui un visuel, n'hésitez pas à le partager, vous le retrouvez sur le fil Facebook juste avant, qui dénonce le fait qu'il n'y ait pas eu de régulation en la matière en France. Vous vous souvenez, Bruno Le Maire, il a gentiment invité les grandes entreprises à ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires ou à être modérés. On a vu que cette modération a vachement bien marché puisque les entreprises de CAC 40 s'apprêtent à verser en tout 36 milliards d'euros à leurs actionnaires. On a même Sanofi qui a annoncé ce matin qu'ils allaient augmenter leurs dividendes versés à leurs actionnaires. À croire manifestement que ce n'est pas la crise pour tout le monde et que quand il s'agit de régulation, le gouvernement est beaucoup plus prompt à adopter des régulations contraignantes pour vous et nous, pour chacun d'entre nous, mais absolument pas quand il s'agit des grandes entreprises. Et donc le gouvernement a loupé le coche dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificatif d'utiliser ces conditions et ces plans d'aide aux entreprises pour réorienter l'économie et commencer à construire ce monde d'après dont on veut qu'il soit absolument différent par rapport au monde d'avant. Dans ce projet de loi de finances rectificatif, le gouvernement n'aborde pas aussi les mesures fiscales qu'il faudrait adopter dans le contexte. Ils reconnaissent qu'il y aura des pertes fiscales. Si l'économie va mal, bah les gens, mais aussi les entreprises font moins de chiffres. Si vos revenus baissent, par exemple, ou si les recettes des entreprises baissent, bah, les impôts qui sont prélevés sur ces revenus et ces recettes baissent aussi. C'est logique. Et le gouvernement estime d'ores et déjà que les recettes fiscales vont baisser de 43 milliards d'euros pour l'année 2020. C'est énorme et c'est colossal. Et on peut le comprendre au vu de la situation, mais par contre, il n'y a pas de réorientation sur... du coup, si on veut rééquilibrer, est-ce que vous allez nous faire le coup d'augmenter les impôts pour tout le monde, d'augmenter les impôts injustes, type la TVA? Et pourquoi on ne se pose pas une bonne fois pour toutes la question d'avoir un système de fiscalité beaucoup plus progressif, en rétablissant évidemment l'impôt de solidarité sur la fortune, mais aussi en remettant en place une taxation progressive sur le capital, ce qu'ils ont enlevé, avec eux ils ont mis une taxation fixe, et puis on peut imaginer aussi une taxe exceptionnelle, une contribution exceptionnelle des entreprises, et notamment des entreprises qui ont le plus bénéficié de la crise. Imaginez les bénéfices cette année d'entreprises, des grands, comme les grands supermarchés, du commerce en ligne, qui auront des bénéfices colossaux. Ce sera une année record pour eux. Et donc, puisque la situation et la crise leur a profité, il serait évidemment plus que logique qu'ils contribuent davantage à l'effort de redressement, puisque la situation leur a profité, et que ce soit eux qui payent le coût de la crise, plutôt que tout un chacun, et on sait que c'est évidemment le danger qui est pointé. C'est pour ça que, dans ce contexte-là, nous, à la France Insoumise et mes collègues à l'Assemblée nationale, ont décidé de voter contre ce projet de loi de finances rectificatif, puisqu'il ne répond pas à l'ampleur de la crise et que le gouvernement est resté sourd aux arguments qu'on a pu avancer sur le sujet. Et la direction qui est prise, finalement, ignore presque à la fois l'ampleur de la crise, mais aussi à la fin qui va payer le coût de cette crise. Et c'est évidemment l'inquiétude majeure à ce stade, c'est que les plus pauvres, les plus précaires se retrouvent à payer directement ou indirectement sur le court comme sur le moyen et sur le long terme cette crise, d'où les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir. Et ça, c'est important qu'on puisse décortiquer ce message du gouvernement qui va, j'en suis sûre, continuer à marteler dans les prochains jours et les prochaines semaines. On est venu en aide avec un plan d'aide et de mesures inédits grâce à nous, blablabla. Bla bla. Sauf que derrière, en fait, va y avoir plein de gens qui vont souffrir, c'est pas à la hauteur, et puis on le voit à quel point c'est pas à la hauteur dans les zones les plus pauvres de France. Je pense notamment à certains quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. On voit des queues qui ne cessent de s'allonger pour avoir une aide alimentaire directe, et on parle de gens qui crèvent de faim, quoi. Et on reste, malgré
la crise, 7e puissance économique mondiale, et on aurait les capacités de répondre à l'urgence, sans revenir aussi sur tout le débat sur comment on donne des marges de manœuvre budgétaires aux États, en mettant à contribution à la fois la Banque Centrale Européenne et à annuler les dettes. Ça, c'est notre dada du moment. Je vous renvoie à tout ce qu'on a pu raconter sur le sujet. Voilà, je fais une petite pause au cas où il y a des petites questions sur le sujet économique. Ouais, il y a la question du chômage partiel qui a été refusée par plein de gens, enfin pour plein de gens. C'est une bonne question, Vanessa. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des entreprises qui vont abuser du chômage partiel en vous déclarant en chômage partiel, en déclarant certains de ses salariés alors qu'elle les a obligés à travailler. Donc c'est hyper important. Que en effet on puisse bien utiliser le chômage partiel. Se pose aussi la question pour les gens qui vont pas pouvoir retourner travailler à partir du 11 mai, qui sont des gens vulnérables, etc. Et donc est-ce qu'ils vont bien pouvoir toujours bénéficier du chômage partiel, sachant qu'il faut garder en tête que le chômage partiel c'est uniquement 85% de son salaire net, donc il y a quand même une perte de salaire, sauf pour les personnes au SMIC, mais c'est quand même pas négligeable si vous gagnez, je sais pas, 1800 € par mois et vous perdez 15% de votre salaire, donc c'est quand même pas rien. Voilà, je fais un peu le tour s'il y a d'autres questions qui sont posées. Non, j'en vois pas forcément, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions encore et je vais continuer en attendant. Le dernier sujet, ah oui, si, non, il y a Vic qui nous dit, et le CICE et l'ISF, il faut en parler. Bon, l'ISF, j'en parlais notamment sur la question des recettes fiscales que les gouvernements devraient utiliser. D'ailleurs, tant au niveau français qu'au niveau européen. Le CICE, pareil. En fait, dans la période, la question qu'il faut se poser d'ores et déjà, c'est qui va payer la crise. Et en effet, je pense qu'on peut à la fois mettre à contribution la politique monétaire et avoir des marges de manœuvre de ce côté-là, mais aussi ne pas oublier qu'il y a des personnes qui se portent très très bien, même malgré la crise, et on peut les mettre davantage à contribution que les plus précaires et beaucoup d'entre vous qui nous regardez et qui, d'une manière ou d'une autre, vont payer la crise. Et c'est en tout cas ce contre quoi nous nous battrons dans les prochaines semaines et les prochains mois, y compris pour tirer les enseignements des précédentes crises. Voilà, le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est la question de la dignité et la gestion de la fin de vie, qui est une question qui est évidemment extrêmement sérieuse, délicate, qui est pas une question qui se pose uniquement dans la période actuelle, mais qui se pose de manière d'autant plus forte dans la période actuelle. On a vu que on a tous été choqués par l'ampleur des drames et des décès, notamment dans les EHPAD, mais aussi de personnes qui étaient confinées chez elles, et beaucoup, et vous avez certainement des témoignages dans ce sens, beaucoup de personnes âgées qui se sont retrouvées à mourir seules, et c'est évidemment une situation extrêmement difficile, à la fois de la gestion psychologique pour cette personne-là et puis pour l'entourage, et puis pour la question plus générale de gestion de la fin de vie. Ce qui est frappant dans ce contexte, c'est qu'il a fallu attendre la première semaine d'avril, soit plus d'1 mois après le début du confinement, pour que les décès dans les EHPAD soient enfin comptés et ajoutés au décompte de décès à cause du coronavirus. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je suis assez frappée chaque jour du nombre de décès dans les EHPAD qui sont un décompte différent du décès en hôpital, et qui a un décompte glaçant, mais aussi quand même extrêmement important. Et donc, vu que le gouvernement a mis plus d'1 mois avant de les compter, on peut quand même s'interroger si ces morts n'étaient pas des personnes qui méritaient d'être comptées. Et c'est un peu comme si la France avait refusé, pendant tout ce temps-là, d'accorder à ces femmes et à ces hommes qui sont décédés dans les EHPAD du coronavirus leur part du deuil national. Et comme si finalement ces personnes âgées n'étaient pas des citoyens normaux comme vous et moi, et qui méritaient d'être comptés à part entière comme des décès de ce drame national. Et je pense que derrière cette négligence de la part du gouvernement, il y avait aussi une forme de mépris de la vieillesse et des personnes âgées qui se retrouvaient à faire face à la maladie,
il y avait un peu cette croyance que le coronavirus ne touchait pas les actifs, ne touchait pas les jeunes comme moi finalement, et que il y avait un peu des citoyens de seconde zone qui seraient les personnes âgées et pour qui ce serait moins grave entre guillemets de décéder. Au fond, finalement, le coronavirus, ce serait la maladie des personnes âgées. Bon, heureusement, la donne a pas mal changé depuis. D'abord parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment le coronavirus pouvait toucher tout le monde, y compris des personnes plus jeunes. Mais surtout, et c'est la raison évidemment la plus importante, on s'est souvenu que ces personnes qui décédaient seules dans les EHPAD, ce sont nos personnes âgées. Ce sont nos parents, nos grands-parents, nos frères et nos sœurs, nos proches. Ce sont ceux qui nous ont vu grandir, qui nous ont éduqués, qui nous ont chéris, qui se sont occupés de nous à différents âges de nos vies. Et donc, c'était important qu'on puisse leur rendre l'hommage qu'ils méritaient et que la mort et la vieillesse, c'était pas juste une gestion comptable et un business comme a pu en faire certaines maisons de retraite. Il y a une longue enquête qui a été publiée aujourd'hui par Libération sur la gestion du Covid par la maison de retraite et la marque entre guillemets de maison de retraite Korian. Je le dis d'autant plus que moi mon grand-père était dans une de ces maisons de retraite Korian et je peux témoigner d'à quel point cette chaîne de maisons de retraite est parfois traite de manière négligée, on va dire, les personnes âgées. Et derrière se pose une question plus générale de comment on gère la fin de vie et la mort. Et pourquoi est-ce que notre société fait tout pour ne pas regarder la fin de vie comme un fait qui soit humain, collectif, politique. Un jour ou l'autre, on va tous être confrontés à la fin de vie. Et il faut regarder ça en face. Et que finalement, discuter de ces sujets, c'est aussi contempler notre propre avenir individuel à chacun d'entre nous, parce que d'une manière ou d'une autre, on va y être confronté, que ce soit parler de la fin de vie des autres ou notre propre fin de vie. C'est une question d'autant plus importante à poser que, en dehors de la question du coronavirus, la France devrait compter plus de 22 millions de personnes âgées de plus de 65 ans d'ici 2070, contre 13 millions aujourd'hui. Donc ça va quasiment doubler en l'espace de 50 ans. Et donc forcément la question de la fin de vie se pose d'autant plus. Je vous parle de tout ça parce que je pense que c'est une question qu'il faut traiter avec humanité, mais qu'il faut aussi traiter de manière politique. Trop souvent, cette question est occultée en disant, bon, après tout, ce sont des personnes âgées, mais ce sont d'abord et avant tout nos proches, en fait. Et évidemment qu'on veut espérer la fin de vie la plus agréable possible pour nos proches, et qu'on veut aussi éviter de faire de la fin de vie et de la gestion administrative de la fin de vie un espèce de business comme certains corbeaux peuvent le faire. Et c'est pour ça que dans ce contexte, nous, on s'est toujours mobilisé à la France Insoumise pour faire des propositions sur le temps long. C'est des propositions qu'on porte depuis un moment. D'abord, à commencer par parler de la question des retraites, non pas comme une espèce de poids ou de pré-mort. Je suis sûre un grand nombre d'entre vous qui nous regardent et qui êtes à la retraite, j'espère que vous en profitez. C'est un temps de la vie qui doit être consacré en tant que tel, et c'est pas une anticipation de la mort, et que oui, on peut espérer passer sa retraite dans de bonnes conditions et en bonne santé. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ça. Et c'est aussi pour ça que nous, on défend des retraites dignes, mais aussi un départ à la retraite suffisamment tôt pour pouvoir en profiter. Il y a aussi la question du suicide assisté. Ça avait fait l'objet d'une proposition de loi portée par la France Insoumise à l'Assemblée nationale en 2018, parce qu'évidemment on peut espérer une gestion de la fin de vie qui soit assistée quand le malade en décide. C'est le cas de beaucoup de nos voisins d'ailleurs européens. Ensuite, moi j'avais un petit dada sur la question des EHPAD. Je vous l'ai dit, on est tous concernés d'une manière ou d'une autre. Je me souviens quand j'étais pendant la campagne des élections européennes, on avait consacré un meeting à Saint-Brieuc, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, et puis on a extrait un petit extrait du discours, donc n'hésitez pas à aller le revoir.
où on avait fait un meeting entier sur les EHPAD, et je me souviens, certains, y compris de notre famille politique d'ailleurs, s'étaient foutus de moi en disant mais Manon, tu vas pas faire un meeting entier sur les EHPAD. Et en fait, si, parce que ça révèle tellement de choses. Ça révèle, on parle à la fois des moyens attribués à notre système de santé, on parle de la privatisation de nos services publics, on parle de la gestion de la fin de vie, et aujourd'hui c'est une espèce de manne financière qu'on a laissée et abandonnée au privé et qui sont du business sur nos vies et sur notre fin de vie en particulier. Donc oui, je pense que la question des EHPAD doit être portée de manière spécifique, et je suis assez contente que siège à nos côtés à la fois Caroline Fiat à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs a repris pendant cette crise sa blouse d'aide-soignante, donc il faut vraiment lui rendre hommage. La nuit elle est aide-soignante et la journée elle est députée. Et puis ma collègue au Parlement européen, Anne-Sophie Pelletier, qui avait travaillé et fait une longue grève dans un EHPAD pour en dénoncer les conditions de soins, parce que elle décrit notamment, ça me marque souvent à chaque fois qu'elle en parle, qu'ils ont en moyenne 7 minutes par personnes âgées, et donc c'est difficile d'avoir une gestion humaine dans ces conditions. Ensuite, dans les choses qu'on a demandé et portées, il y a aussi le passage du congé pour le deuil de 5 à 12 jours pour les parents et les proches. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est quelque chose qui avait fait pas mal scandale à l'Assemblée nationale, parce que François Ruffin, à juste titre, avait pointé le scandale du refus par le gouvernement de porter cette proposition et de s'y être opposé, et ce qui montrait absolument toute leur inhumanité assez caractéristique à La République En Marche. Et puis une dernière proposition qu'on porte ces derniers jours, et on a fait une proposition de loi qui a été proposée, enfin en tout cas qui a été publiée la semaine dernière, qui est la gratuité des obsèques pour les morts du Covid. La gestion de la mort dans cette période est extrêmement difficile. Elle est souvent soudaine pour les familles, qui en plus doivent gérer le deuil dans un cadre extrêmement restreint, avec des enterrements limités à 20 personnes, donc c'est extrêmement difficile à gérer, et c'est évidemment un poids financier aussi très important, et c'est pour ça qu'on demande la gratuité des obsèques, qui sont souvent assez chères. Malheureusement, on a tous fait l'expérience, ça fait partie des propositions que l'on porte. Le but derrière tout ça est de remettre de l'humanité derrière la fin de vie et derrière des situations qui sont souvent extrêmement difficiles à gérer. Je pense que c'est notre rôle, et que en fait cette question dépasse même, enfin en tout cas je l'espère, les clivages partisans, pour qu'on puisse soulager, assister, accompagner autant que faire se peut des personnes qui sont confrontées à des situations extrêmement difficiles. Voilà, il y a Chantal qui nous dit il faut revoir le système des EHPAD et surtout la valorisation des soignants, c'est clair. Quand tu sais qu'en moyenne les aides-soignants sont payés au SMIC, parfois au mieux un tout petit peu plus, et on a vu à quel point leur rôle est important. De manière plus générale, c'est toute la hiérarchie sociale qu'il faut revoir. C'est que cette crise, mais c'est aussi cette réalité à nu, que une caissière, un aide-soignant, c'est beaucoup plus important qu'un PDG ou un cadre sup, et que c'est eux auxquels on a eu recours dans le cadre de cette crise. Ça ne veut pas dire qu'un PDG n'est pas nécessaire, mais évidemment ça pose une question de l'échelle, de la reconnaissance sociale et de la reconnaissance économique, et j'espère qu'on saura en tirer les conséquences pour pouvoir revaloriser ces travailleurs qui en ont bien besoin. Anso qui nous dit d'ailleurs, je lui fais coucou Anso, c'est cool que tu nous regardes. Donc Anso, dont je vantais le travail, Anne-Sophie Pelletier, ma collègue au Parlement européen, qui nous dit que le nombre de soignants d'EHPAD contaminés par le Covid, c'est 30 000. Vous imaginez 30 000 soignants qui sont contaminés, en plus qu'on pointe du doigt en disant c'est eux qui sont responsables de la contamination dans les EHPAD. Attendez les gars, là, si vous aviez donné des outils de protection aux EHPAD, aux aides-soignants dans les EHPAD, on n'en serait pas dans cette situation-là. Et qu'on voit que le retard à l'allumage, en particulier dans les EHPAD, a eu des conséquences dramatiques, puisque c'est autant de personnel soignant évidemment qu'on met en danger de mort. Je pense à cette aide-soignante qui est décédée, il me semble que c'est dans la région de Besançon, et c'était une aide-soignante en EHPAD. Et puis derrière, évidemment, énormément de personnes âgées qui sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus vulnérables, que l'on met en danger. Et à peine
ouais, ça fait 2 mois que le gros de la crise a commencé et il a fallu 2 mois pour que le gouvernement mette en place à la fois un test qui normalement devrait se systématiser, en tout cas j'espère, dans les EHPAD, et s'assurer que l'ensemble des personnels soignants aient les outils de protection nécessaires. Donc ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup. Et on a un peu le sentiment que les personnes âgées étaient ces citoyens de deuxième, voire de troisième, voire de 10e classe, et qui sont pas des citoyens français et qui ne méritaient pas la priorité. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est de voir dans quel silence, ignorance, ces personnes âgées sont décédées. Et je veux penser à toutes ces personnes-là et puis à tous les proches qui se sont retrouvés à gérer cette situation. Et on a vu beaucoup de témoignages des uns et des autres qui racontaient la difficulté de gérer cette situation, mais aussi la colère qui est légitime. Je sais que plusieurs familles de personnes touchées et décédées ont prévu de porter plainte contre les EHPAD. Ma collègue Enso, toujours, s'est beaucoup mobilisée puisqu'ils avaient déposé un référé qu'ils ont perdu, mais on va leur souhaiter qu'ils puissent trouver un recours pour gagner, parce que je pense qu'il faudra à la fin demander des comptes à la fois au gouvernement, mais aussi aux instituts privés qui ont géré cette situation et qui souvent ont sous-estimé l'ampleur du danger, parce que souvent les profits priment sur la vie, en particulier dans ces établissements de santé privés. Et donc, quand on sous-traite la gestion de la vie et derrière la gestion de la mort à ces établissements privés, bah, du coup on en paye une conséquence assez importante. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aussi parce que vous avez été hyper réactifs, plein de commentaires, c'est chouette, ça fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir de voir que on peut continuer à réfléchir et tenter d'apporter collectivement des réponses, mais aussi apporter des sujets qui sont parfois sous-traités par les médias. Je pense que c'est notre rôle et notre responsabilité, donc voilà, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager ce live plus largement, et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi pour un live avec une enseignante, comme je vous le disais, pour parler spécifiquement du secteur scolaire et de la phase de déconfinement. On aura l'occasion probablement la semaine prochaine, on va aussi inviter un spécialiste de la question de la dette. Voilà, on essaie de brosser les différentes questions et d'inviter aussi sur ces lives, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres propositions ou d'autres attentes plutôt de gens que vous voudriez voir dans ces lives, n'hésitez pas à nous faire des propositions ici en commentaire ou en message privé. Et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux autour de vous, y compris de nos personnes âgées. Et puis j'espère qu'on se revoit mercredi, toujours autant en forme. Allez, à très vite les amis.